Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue. Je pense qu'on va pouvoir se permettre de commencer tout doucement en laissant les participants arriver. Donc, je suis Delphine Rouillot, je suis la directrice générale de France Terre d'Asile et je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire qui est organisé par une activité de France Terre d'Asile qui s'appelle RELOREF, le réseau pour l'emploi et le logement des réfugiés, et qui a vocation à créer des lieux d'information et de dialogue entre les travailleurs sociaux du secteur de l'intégration des bénéficiaires de la protection internationale. Donc, on est aujourd'hui réunis entre salariés et acteurs du monde de l'intégration dans toutes les associations que réunit le secteur. On a la grande chance d'accueillir parmi nous aujourd'hui pour 1 heure, désolé, on a un petit peu raccourci la durée du webinaire, jusqu'à 17h30, Monsieur Franck Bellivier, qui est donc le délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie auprès d'Olivier Véran, le ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur Bellivier, je voudrais vous remercier d'abord d'avoir accepté cette invitation, parce que c'est un format original, pas commun, et que je trouve ça très exemplaire de votre part d'accepter de vous prêter à cet exercice sans filtre de dialogue avec les travailleurs sociaux sur un sujet de préoccupation d'importance pour nous tous. Je vais me permettre juste 2 petits mots d'introduction avant de vous laisser la parole, pour vous dire à quel point la santé mentale des personnes que l'on accompagne ou que l'on héberge, c'est aujourd'hui un sujet de préoccupation quotidienne pour les travailleurs sociaux du secteur. Alors, on est évidemment confronté à la crise générale du secteur de la psychiatrie en France, et donc on rencontre, comme tout le monde, de vraies difficultés d'accès aux soins, aux professionnels de santé, aux structures dédiées pour les publics qu'on accompagne. Mais on est en plus de ça confronté à une crise d'autant plus aggravée que les personnes qu'on accompagne ont des besoins spécifiques, que ce soit, et je schématise forcément un petit peu, mais au travers à la fois des traumas qu'elles ont pu connaître sur leur parcours d'exil, en raison aussi de la présence croissante de polyaddictions qui compliquent encore un petit peu leur prise en charge, et puis en raison d'un point très important pour nous qui est la question de l'enjeu linguistique, qui est majeur et qu'on considère comme étant assez insuffisamment pris en compte dans les réponses à nos besoins. Et la conséquence de cette crise et de ces difficultés d'accès aux soins, c'est que beaucoup d'établissements, beaucoup de structures de prise en charge des BPI, en fait, bricolent avec les moyens qu'elles trouvent, avec la bonne volonté de travailleurs sociaux, de professionnels de santé, ou même des ARS, qui parfois sont allantes avec nous, mais qu'on dispose quand même de moyens qui sont trop insuffisants au regard de la multitude des besoins qui ont évidemment été accrus en plus pendant la crise du Covid. Donc, on n'attend pas de vous aujourd'hui des solutions miraculeuses et des grandes annonces, mais on trouvait utile et intéressant à la fois que vous puissiez expliquer le rôle de cette délégation que vous pilotez, que vous nous présentiez un petit peu votre feuille de route, la manière dont vous appréhendez ces problématiques spécifiques au public réfugié, au public étranger, parce que c'est aussi une question de manière générale de comment est-ce qu'on arrive à bien prendre en charge la particularité des étrangers, des personnes allophones dans notre système de santé mentale. Alors, on a reçu plus de 200 questions qu'on vous a transmises. Bien évidemment, on ne va pas balayer toutes ces questions-là. L'idée, Monsieur Bellivier, c'est d'abord que vous puissiez un petit peu exposer le rôle de la délégation, ce que vous y conduisez, vos principales priorités, un peu votre feuille de route au regard des publics, évidemment, que l'on suit, nous, associations. Et puis ensuite, Fatia Mlati et les chargés de mission de RELOREF animeront le débat, modéreront les questions qui vous ont déjà été posées et qui vous seront posées tout au long de ce webinaire. Donc, j'invite évidemment tout le monde à bien poser des questions dans le chat. J'imagine que ça fonctionne, je n'ai pas vérifié, mais pour qu'on puisse, au fil de la discussion, vous les relayer. Voilà, donc merci encore d'être parmi nous. Je peut-être vous laisse la parole pour un petit mot introductif et ensuite c'est Fatia qui prendra la main sur l'animation de ce temps d'échange. Bonjour à toutes et à tous. C'est moi qui vous remercie de cette invitation. Je suis ravi de cet échange. Partant du principe que je ne répondrai probablement pas à l'ensemble des questions qui se posent, mais et je répondrai avec la casquette de délégué, mais aussi avec la casquette de psychiatre, puisque avant d'être délégué, j'ai toujours d'ailleurs une vie de clinicien et je m'intéresse beaucoup à la question des publics vulnérables et en particulier des personnes en situation de migration. Et
Et voilà une illustration de mon intérêt pour cette thématique-là, qui est une thématique difficile, que je vis donc de l'intérieur. C'est voilà, mon implication dans un acteur que vous connaissez probablement, qui est Parcours d'Exil, qui est un des acteurs en Île-de-France qui a une offre de soins et d'accompagnement pour les personnes qui ont besoin de soins, puisque c'est une association qui offre des soins. Voilà la délégation et la feuille de route. Donc, en fait, très rapidement, pour l'histoire de cette délégation, qui est donc un objet nouveau dans le paysage. Agnès Buzyn, quand elle a pris ses fonctions de ministre de la Santé, a déclaré très tôt qu'elle souhaiterait faire de la santé mentale et de la psychiatrie une priorité de son action. Très rapidement derrière, il y a une feuille de route complète qui a été mise au point avec trois grands piliers: les politiques de prévention, les politiques de soins et les politiques d'accompagnement et d'inclusion sociale. Donc, je vous renvoie à cette feuille de route qui décrit 37 actions très précises qui ont mobilisé les grandes directions du ministère. Et pour crédibiliser la démarche, Agnès Buzyn a souhaité que cette feuille de route soit dotée d'une équipe dédiée chargée de l'accompagnement et le déploiement et le pilotage de cette feuille de route. Les choses ont bien avancé. Nous avons présenté un premier bilan en janvier 2020, un deuxième bilan en janvier 2021, et nous sommes en train de préparer le bilan de janvier que nous présenterons avec Olivier Véran devant le comité stratégique santé mentale et psychiatrie du ministère le 20 janvier. Donc, tout ça sont des documents qui sont disponibles, mais qui ne sont pas directement en lien avec notre sujet d'aujourd'hui. En fait, quand on pilote des réformes, une question qui vient très vite au-delà du suivi de la mise en place et de l'élaboration d'indicateurs pour faire le suivi de l'avancement de ces réformes, mais une préoccupation qui vient très vite dans le portage de ces réformes et dans la conduite du changement, c'est quelle sera la capacité de ces réformes à atteindre les publics les plus difficiles à atteindre. Puisqu'on sait qu'il y a une frange de la population qui a particulièrement besoin de ces réformes et qui ont comme particularité d'être difficiles à atteindre. Et les personnes qui ont des problèmes de santé mentale et qui sont dans des situations de précarité, eh bien, font partie de ces publics difficiles à atteindre. Donc, il n'y a pas d'action spécifiquement dédiée aux populations migrantes dans la feuille de route, mais on attrape ce sujet par les centres régionaux psychotrauma qui ont été mis en place par cette feuille de route, qui sont en cours de déploiement et qui ont 3 grandes missions: l'organisation d'une offre de soins dans leur territoire, des actions donc de formation de professionnels qui souhaitent s'impliquer dans la prise en charge du psychotraumatisme, adultes et enfants, et donc de progressivement mailler le territoire avec des postes avancés dans ces consultations. Et puis, ils ont une mission très importante de formation. Alors, formation des professionnels de santé, mais probablement bientôt, et c'est déjà le cas, je le sais, formation de membres de la société civile, de travailleurs sociaux, enfin bref, qui s'intéressent à ces questions du psychotrauma dans des contextes plus ou moins spécifiques. Voilà, juste pour, on va y revenir dans les questions que j'ai lues. J'ai vu que beaucoup d'entre elles tournaient autour de ce point-là. On joue beaucoup des coudes au ministère, avec l'aide de la DGS d'ailleurs, pour essayer de structurer la question de l'interprétariat. C'est un peu un combat, je ne vous cache pas, parce qu'on a du mal à porter cette mesure. Et par exemple, on a essayé de l'inscrire aux mesures Ségur, toujours dans l'idée de mieux atteindre les publics précaires. On n'a pas réussi. On l'a également préparé pour les annonces qui seraient faites aux assises. Même chose, ça n'a pas été retenu. Donc, c'est un sujet difficile.
tel que vous le vivez évidemment, mais c'est aussi un sujet difficile tel qu'on essaye de le porter au ministère. Et puis, une des difficultés de ce sujet sur les bénéficiaires de la protection internationale et des populations migrantes en France, c'est que c'est un sujet qui est coporté avec le ministère de l'Intérieur et on a du mal à mettre d'accord les deux ministères pour qu'ils arrêtent de se renvoyer la balle lorsqu'il y a des mesures à porter. Voilà, je ne vais pas être plus long. Je pense que le plus important, c'est qu'on passe directement aux questions très nombreuses et très riches d'ailleurs que j'ai déjà, enfin en tout cas j'en ai parcouru certaines, celles que vous m'avez envoyées, et je propose de vous passer la parole tout de suite pour qu'on rentre dans le vif du sujet au travers de ces questions. Merci. Bah, écoutez, la première question, mais vous venez en fait, d'esquisser déjà une forme de réponse par rapport à la feuille de route des centres médico-psychologiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, puisque dans les presque 200 questions que nous avons reçues, un des premiers constats effectués par les travailleurs sociaux, c'est un peu un cri, un désarroi face à une chose, c'est que ce n'est pas dans leur champ de compétences d'évaluer les difficultés d'ordre mental auxquelles sont confrontées les personnes. Ils le constatent et ils doivent prononcer la meilleure orientation. Mais ils ne sont pas professionnels du médical du tout. Et toute la question, c'est de pouvoir, quand on accueille un bénéficiaire de la protection internationale ou voire un demandeur d'asile dans un CADA, un CPH, on a bien conscience que la personne ne va pas bien, mais comment l'orienter alors qu'on n'a pas forcément la compétence. Donc, est-ce que demain, ce que vous annoncez sur les centres médicaux psychologiques, c'est-à-dire que quand ils vont pouvoir former des professionnels, est-ce que finalement, ces travailleurs sociaux sur les territoires pourront prétendre à minima une formation pour pouvoir mieux orienter, ou quel type de passerelle pour déjà régler le problème du diagnostic avant l'orientation? Alors, ce que j'ai mentionné, c'est les centres régionaux psychotrauma, ce n'est pas les centres médico-psychologiques. D'accord. Les centres médico-psychologiques, ce sont les centres de consultation psychologique et psychiatrique qui sont attachés à un territoire donné, à un secteur de psychiatrie. Donc, je dirais, c'est les systèmes conventionnels de soins. C'est le système conventionnel de soins pour les troubles psychiatriques. En effet, je pense que sur des populations aussi spécifiques que les populations migrantes allophones, eh bien, beaucoup de centres médico-psychologiques, qui sont par ailleurs débordés, vont se retrouver en grande difficulté pour apporter une réponse à des situations pour lesquelles ils sont formés pour certains aspects, mais pas forcément pour d'autres. Il est important, c'est vrai que les travailleurs sociaux qui accompagnent ces personnes ne sont pas formés. Pourtant, la ressource médicale et spécialisée manquant beaucoup et va continuer à manquer, je pense qu'une manière d'approcher le sujet, c'est de se dire que il y a quand même un premier tri qui doit s'opérer avec les acteurs de première ligne. Et pour cela, ils doivent être formés et ils peuvent se former. On a aujourd'hui une formation qui s'adresse à, je dirais, l'ensemble de la population générale sur le modèle du secourisme, de même qu'on apprend à libérer les voies aériennes supérieures pour quelqu'un qui vient de faire un arrêt cardiaque, à faire un massage cardiaque externe, à savoir s'il y a un pouls ou pas, sans être médecin, sans être infirmier. Donc, sur le modèle du secourisme, il y a des formations qui se déploient actuellement en France dans différents contextes qui sont du secourisme en santé mentale et qui donnent une première grille de lecture sur un certain nombre de difficultés qui permettent de les caractériser, de les qualifier. Et ces formations sont accessibles à tout le monde et me paraissent, moi, particulièrement indiquées pour des travailleurs sociaux
qui travaillent dans les quartiers prioritaires de la ville, au contact avec des personnes qui ne sont pas tout à fait des malades mentaux, mais qui clairement ont des indicateurs de souffrance psychique, et cette formation va les aider à définir une orientation. Dans le champ des populations migrantes psychotraumatisées, c'est assez important de faire un premier travail de débrouillage pour savoir si on est dans le registre, mais donc c'est des choses très grossières, hein, savoir si on est dans le registre du psychotrauma, si on est dans le registre d'une pathologie psychiatrique préexistante, ce qui est très rare. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le phénomène migratoire est un phénomène darwinien qui sélectionne beaucoup de personnes, et les personnes vulnérables, en général, n'arrivent pas à destination. Ceux qui arrivent à destination, c'est ceux qui ont une certaine capacité de résilience, et c'est possible. Il y a des personnes qui ont un trouble psychiatrique, qui sont pris dans un système de migration et qui arrivent à destination, mais franchement, ce n'est pas le cas le plus rare. Bon, en tout cas, il faut réussir, et ce n'est pas le cas le plus fréquent. Il faut réussir à déjà faire un premier travail de débrouillage pour savoir si on est dans le registre du psychotrauma, dans le registre de la pathologie mentale préexistante ou dans le registre de la souffrance psychique liée à la précarité, à l'absence de perspective, aux conditions de vie des personnes migrantes lorsqu'elles arrivent. Puis enfin, il y a une quatrième catégorie qui sont les personnes qui ont un mésusage de substances, qui sont rentrées dans la toxicomanie, en particulier avec des produits particulièrement difficiles. Je vous propose ces 4 gros paquets parce qu'en termes d'orientation, on ne va pas s'adresser aux mêmes acteurs. Je pense que pour un patient qui a démarré une consommation de crack, par exemple, enfin pour une personne qui à ce stade n'est pas encore un patient, qui a démarré une consommation de crack, la priorité, c'est qu'il ait accès à des structures structures de bas seuil au début, d'addictologie. C'est vraiment ça le déterminant de sa trajectoire ultérieure. Quelqu'un qui a des indicateurs de psychotrauma, et je vais y revenir, et qu'on apprend dans ces formations, eh bien, eux doivent plutôt être orientés vers des centres de prise en charge du psychotrauma parce que ce sont des techniques spécifiques, parce que ce sont des professionnels spécifiques, et le travail de tri qui aura été fait en amont va faciliter l'accueil qui sera réservé par le guichet, sous réserve que ces éléments d'orientation aient été bien repérés. Autrement dit, si vous vous adressez à un centre régional de psychotrauma pour faire prendre en charge quelqu'un qui ne va pas bien, si vous leur téléphonez en disant « j'aimerais que vous voyiez quelqu'un, j'aimerais qu'un psy de chez vous voit quelqu'un parce qu'il ne va pas bien », ça va être plus difficile d'obtenir une consultation que si vous dites « il a des cauchemars, il fait des attaques de panique, il a des troubles du sommeil vraiment très importants, il évite certains lieux, il fait état il a des stigmates physiques de torture ou de traumatisme, enfin bref, des éléments d'orientation qui justifient l'orientation vers le centre psychotrauma. Alors, votre intervention suscite une question complémentaire qui a été posée sur le chat. C'est est-ce que vous pouvez nous indiquer quelle est cette formation, où on peut l'effectuer? Alors, c'est très simple. C'est une formation qui est internationalement connue et qui a été évaluée. Et vous trouverez le site de l'association qui a la licence en France. Et le module s'appelle « Premier secours en santé mentale ». Donc, si vous tapez « Premier secours en santé mentale » sur Internet, vous allez tomber sur le site de l'association PSSM. On va le partager dans le chat. Alors, mes collègues Emma de Reloref, Jeanne, vous avez des questions? Oui. Alors, bonjour déjà. Bonjour Jeanne. Vous nous parliez du coup de ce dialogue entre les structures de prise en charge, autant pour des personnes souffrant d'addiction, donc type CARUT, XAPAR, et peut-être les CMP. Est-ce que les centres régionaux ont aussi vocation à faire ce lien et à créer du dialogue entre l'accompagnement social et l'accompagnement en santé? Et si oui, comment ça pourra s'articuler
SAPA, CARUD sont articulés avec des structures de soins, des structures sanitaires. C'est particulièrement vrai en Île-de-France, mais je sais que c'est vrai dans des grands centres urbains. En tout cas, c'est aujourd'hui ce qui est préconisé dans le champ des addictions, c'est clairement les modes de prise en charge intégrés pour sortir du ping-pong auquel on assistait. J'espère que c'est derrière nous, à savoir un psychiatre qui dit « Ah ben écoutez, mon bon monsieur, tant que vous n'avez pas soigné votre addiction, moi je ne peux rien faire pour vous ». Et l'addictologue qui disait bah oui, d'accord, mais tant que vous n'avez pas soigné votre maladie mentale, moi, je ne peux rien faire pour votre addiction. Vous voyez, avec cette espèce de renvoi, aujourd'hui, ce qui est préconisé, c'est vraiment des prises en charge multidisciplinaires, en tout cas bidisciplinaires, avec d'une part des psychiatres, d'autre part des addictologues. L'enjeu pour ces patients dont on parle, qui sont souvent des toxicomanes de rue, c'est de trouver la porte d'entrée du système. Et c'est là que les CARUD et les XAPA jouent un rôle de médiation vers les soins. De facilitateur pour l'accès aux soins. Votre micro est coupé. Et peut-être pour les prises en charge en santé mentale de droit commun, donc pas nécessairement des personnes souffrant d'addiction, mais donc les centres médico-psychologiques ont vocation à être les structures qui accueillent et qui accompagnent même après du coup, la prise en charge en CADA ou en CPH. Et on sait qu'il y a des délais souvent longs. Alors, il y a des délais longs pour tout le monde. Et c'est vrai que ces structures, bon, elles ont été beaucoup renforcées à l'occasion du Ségur et à nouveau renforcées à l'occasion des assises, et on espère que ça va aller un petit peu mieux, mais je pense qu'on va rester quand même dans une situation d'inadéquation importante entre les besoins et l'offre. Donc, d'où l'importance de personnaliser la demande et de personnaliser les partenariats au niveau de chaque territoire. Partenariat avec les centres médico-psychologiques, partenariat avec les centres de prise en charge du psychotrauma, personnaliser les relations également avec les structures d'addictologie, et en particulier les acteurs de bas seuil, enfin en tout cas les acteurs de première ligne. Et après, je dirais que, enfin en tout cas mon expérience, c'est que ça se décline à géométrie assez variable d'un territoire à un autre. Les grands centres urbains, l'Île-de-France, Lyon, Marseille, etc., ce n'est pas du tout la même organisation que des plus petites villes, Nantes par exemple, où il y a beaucoup de populations précaires. Donc, c'est un peu à chaque territoire de trouver son organisation. Et puis, ça dépend aussi du maillage territorial qu'il y a pour les acteurs impliqués dans l'accompagnement des migrants. Hein. Là aussi, il y a des grandes variations régionales. Oui, en effet, quelqu'un nous dit justement dans le chat, je suis infirmière en médiation et coordination sur Marseille pour le réseau Intermed, et la mission de cette personne est exclusivement dédiée aux personnes bénéficiaires de la protection internationale. Donc oui, reflète un petit peu les inégalités de répartition de l'offre en soins. Mais du coup, vous pensez quoi on m'entend? Oui. À défaut des partenariats que vous évoquez, ce qu'on constate en fait depuis maintenant 2-3 ans, c'est que les acteurs de l'asile passent par le développement de réponses à l'interne, c'est-à-dire qu'ils obtiennent des petites enveloppes pour en fait créer des cellules psy à l'intérieur de leurs établissements, et parce que la difficulté, c'est vraiment de trouver le partenariat avec l'outil de droit commun. Vous êtes sur une position où est-ce qu'il faut des formules mixtes? Vous disiez tout à l'heure votre engagement
personnel auprès d'une grande structure qui intervient en Île-de-France depuis très très longtemps, sauf que ces grandes structures n'existent pas partout. Et à défaut, rien qu'à France Terre d'Asile, en 2 ans, on a une dizaine de cellules psy adossées à nos structures. Voilà, pour trouver une réponse assez immédiate et qui viennent en appui au travail effectué par les collègues en matière d'accompagnement. Et donc, j'ai une autre question qui va avec. Nous, ce qui nous importe, c'est à la fois de pouvoir évidemment traiter des besoins des personnes sur ces thématiques-là, mais sans jamais déconnecter avec le reste de leur parcours d'autonomisation, etc. Il nous semble qu'il ne faut pas que la réponse en matière de besoins de santé mentale soit tellement spécialisée que les isole et soient déconnectés avec la réalité de leur parcours. Et donc, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez que c'est du bricolage finalement, la formule qui a été utilisée tout à l'heure en introduction par Delphine Rouillot, à défaut de partenariat structuré sur les territoires, de devoir développer nos propres cellules psychologiques? Et puis, qu'est-ce que vous pensez de cette approche de dire il faut un parcours d'accompagnement global, et dans ce parcours d'accompagnement global, s'il y a des problèmes psy, il faut pouvoir les prendre en charge, mais pas les déconnecter et du reste des éléments du parcours. La prise en charge globale, c'est évidemment aujourd'hui vraiment le précepte qui nous guide tous. On ne peut pas saucissonner une personne en disant j'évacue cette question assez rapidement. J'ai envie de répondre les trois, mon capitaine. Internaliser la ressource et développer des guichets en interne lorsque vous êtes en capacité de le faire, parce que vous avez une subvention, parce que finalement la communauté s'est progressivement acculturée et se lance pour développer une offre, c'est très bien. Intégrer les réseaux territoriaux et nouer ces relations avec les acteurs de droit commun, c'est aussi très important, et je vais y revenir, il y a des outils pour ça. Et puis le bricolage, on y est quand même un peu tous finalement résolus, notamment en ce qui concerne l'interprétariat, parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien de très structuré en matière d'interprétariat, donc on bricole. Je voudrais revenir sur un point qui est, aujourd'hui, on a des outils d'animation territoriale où les acteurs se rencontrent, c'est les conseils locaux de santé mentale et c'est les projets territoriaux de santé mentale qui sont en train de se mettre en place. Et je pense que quand il y a des acteurs de l'accompagnement des personnes, des bénéficiaires de la protection internationale dans un territoire donné, il faut absolument dédier du temps, consacrer du temps à ces instances qui mettent en relation les acteurs les uns avec les autres et qui partagent un certain nombre de priorités sur des besoins non satisfaits. Et je pense que s'agissant de l'accompagnement des migrants, puisque les élus sont là, ils sont dans ces conseils locaux de santé mentale, ils sont représentés dans les projets territoriaux de santé mentale. S'il y a quelqu'un qui prend la parole pour dire « bon, et pour les migrants, on fait comment ?» je peux vous dire il y a de fortes chances pour que vous soyez entendus, parce que les élus sont sensibles aux gens qui traînent dans la rue, et éventuellement aux situations de vagabondage, voire de troubles à l'ordre public qui peuvent y être associés. Je pense en particulier à tout ce qui est réseau de toxicomanie. Donc, il faut, je dirais, investir le sujet et éventuellement développer des ressources internes. Ça permet notamment de faire ce travail de tri et de qualification des situations. Et ce travail de qualification des situations des personnes accompagnées facilite après l'adressage. Parce que du coup, on s'adresse à un guichet spécialisé. Si c'est une personne qui est psychotraumatisée, eh bien, ce n'est pas la peine de faire le siège du CMP. Ça sera beaucoup plus efficace de faire le siège de la consultation psychotrauma. Pardon pour cette réponse très longue. Il y a Emma, Jeanne, je vois les questions dans le chat. Justement,
Il y avait peut-être une petite question. Bonjour déjà. Existe-t-il Bonjour. une cartographie des structures qui s'occupent de l'accompagnement psy? Bah, le territoire émaillé par les centres médico-psychologiques, c'est assez simple. Il y a un voire deux centres médico-psychologiques par territoire, par secteur de psychiatrie. Donc ça, c'est disponible dans les ARS. Ils sont en général mis à jour. Alors après, il y a dans chaque région, et je pense que c'est utile de se constituer une petite boîte à outils dans le territoire dans lequel chacun travaille pour savoir qui fait quoi. Donc les centres médico-psychologiques, c'est intéressant de les identifier sur le territoire, ne serait-ce que pour voir si par hasard, il y a des équipes psychiatrie précarité qui auraient de l'appétence pour les publics migrants. Et ça peut considérablement faciliter la mise en place d'une procédure d'adressage. Donc, il faut aller les rencontrer, il faut les identifier sur le territoire. Il y a également une cartographie des centres régionaux psychotrauma. Il y en avait 10, il y en aura bientôt 15. Donc, là encore, qui maillent le territoire. Ces centres régionaux ont vocation à faire de l'animation territoriale. On imagine bien qu'un par région, 15 en France, ça ne permet pas de couvrir le territoire, mais eux sont un centre ressources pour vous aider à identifier dans tel coin s'il y a ou pas une ressource disponible ou pas. Et donc, pour ce qui est de l'offre interculturelle, puisque en Île-de-France, on a aussi beaucoup de centres comme le centre Minkowska qui propose des accompagnements très spécifiques sur l'interculturalité. Et visiblement, nous, on a beaucoup d'orientation de notre public vers ces centres et ça fonctionne plutôt bien. Est-ce qu'il est pour projet de développer ce type d'accompagnement en région également, ou est-ce que c'est une offre qui sera réservée à l'Île-de-France encore longtemps? Alors moi, je voudrais qu'on soit clair d'abord sur le fait que la psychiatrie transculturelle, c'est un domaine très émergent qui, je trouve, a fait faire d'immenses progrès à la compréhension qu'on avait d'un certain nombre de situations psychopathologiques. Mais ce n'est pas parce qu'on est migrant et ce n'est pas parce qu'on est en situation de souffrance psychique qu'on relève d'une prise en charge transculturelle. Je pense que dans ce travail de qualification et de différenciation, alors pour les professionnels, psychologues, travailleurs sociaux, etc., c'est toujours très intéressant de se former aux approches transculturelles, mais en matière de projet de soins, en matière de projet de prise en charge, c'est très utile pour certaines personnes accompagnées. Ce n'est pas pertinent pour d'autres. Et je pense en particulier aux authentiques situations de psychotrauma qui relèvent de techniques de prise en charge du psychotrauma, qui sont des techniques psychologiques, des techniques physiques, des techniques médicales et qui ne relèvent pas forcément d'une approche transculturelle. Donc oui, bien sûr, s'il y a des ressources, je veux dire, s'il y a une école de psychiatrie transculturelle qui est capable de fournir des élèves formés, on pourra, je dirais, voilà, mailler le territoire. À ma connaissance, la raison pour laquelle ce sont des guichets qui sont encore insuffisamment nombreux, c'est simplement parce que le débit de formation est insuffisant. Mais je crois qu'il n'y aura pas de difficulté à déployer ces ressources-là si elles sont disponibles. Je voudrais reprendre. Emma, Jeanne, si vous voulez bien, je voudrais reposer une question. On a noté que dans la feuille de route du comité stratégique de la santé mentale, on parle beaucoup de la notion d'aller vers. Et de repenser le système de soins comme quelque chose d'accessible et adapté aux réalités. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette notion et d'expliquer pourquoi finalement elle devient comme un axe majeur en termes d'approche, pourquoi ça a été… Voilà. Alors, il y a plusieurs piliers. D'abord, la priorité donnée aux prises en charge ambulatoires
et essayer de recourir le moins possible à l'hospitalisation vise à répondre à plusieurs grands principes directeurs. Le premier, c'est d'abord une entrée par les droits. Je pense que la préservation des droits des personnes, notamment en termes de limitation de l'aller et venir, enfin de la liberté d'aller et venir, mais aussi dans leur capacité à faire valoir leurs droits dans la cité, passe plutôt par des modes de prise en charge ambulatoire que par des modes de prise en charge intra-hospitaliers, où là, au contraire, la personne est coupée de la cité. Donc, ça, c'est le premier principe directeur. Le deuxième, c'est qu'on a montré qu'avec des dispositifs d'accompagnement intensifs, ou en tout cas dans la durée, on pouvait éviter beaucoup d'hospitalisations. Donc, ça paraissait un investissement raisonnable que de mettre des moyens plus dans des équipes mobiles et en particulier pluridisciplinaires, c'est-à-dire pas que sanitaires, mais de mixer les compétences sanitaires et médico-sociales et sociales au sein d'équipes d'accompagnement et que ça permettait au passage de contribuer à l'inclusion sociale des personnes, à préserver leurs droits et à prévenir des réhospitalisations. Donc, c'est finalement, et c'est quand on interroge les personnes concernées en psychiatrie, c'est plutôt ça leur projet, d'être accompagnés dans un parcours qui les insère dans le travail, dans le logement et surtout sur le plan social. Je pense que, et donc ça passe par des équipes mobiles de crise pour gérer les situations de décompensation, mais aussi des équipes mobiles d'accompagnement des personnes dans leur lieu de vie. Si on intensifie l'accompagnement dans les parcours ambulatoires, on évitera que les gens soient hospitalisés. Et du coup, on pourrait imaginer autour des structures du DNA qui sont un peu partout sur le territoire. On nous a posé aussi les questions en ruralité où il y avait, enfin, vous le savez, hein, un déséquilibre par rapport à l'offre, mais on pourrait imaginer une programmation au niveau des territoires, en tout cas accueillant le plus de réfugiés, d'une démarche d'aller vers structurante. Parce qu'en fait, ça, souvent, en tout cas sur cette question-là, soit on est acteur spécialisé comme Primo Levi, enfin voilà, on a une structure identifiée en tant que telle, mais qui très vite déborde en termes comment dire, de nombre tellement important de personnes accueillies qu'elle ne peut pas satisfaire l'ensemble du besoin du territoire donné. Et est-ce qu'on pourrait imaginer à l'échelle des territoires en fait des projets plus structurants au lieu de renvoyer ça en fait acteur par acteur qui crée son partenariat avec X ou Y pour pouvoir mettre en place l'aller vers? Et est-ce qu'on pourrait avoir une feuille de route finalement plus structurante avec un repérage par territoire de qui fait quoi et que ce soit piloté par les ARS finalement? J'ai l'impression que c'est exactement ce qu'on est en train de faire. À la fois pour traiter les questions de ruralité, c'est-à-dire avoir des équipes qui sont capables de se déplacer et qui en général sont assorties d'outils de télémédecine qui permettent aussi de projeter une offre très à distance des grands centres. Ça, c'est pour traiter les questions de déserts médicaux. Donc, à la fois la mobilité, à la fois des approches en télémédecine qui se sont beaucoup développées pendant la crise Covid. Et pour les grands centres urbains, l'idée de l'aller vers et de l'accompagnement, c'est encore une fois de maintenir les personnes dans la cité et d'éviter ces ruptures de parcours par des hospitalisations. Donc, pour répondre à votre question, est-ce qu'on pourrait imaginer? La réponse, c'est ce qu'on fait. Et je vous donne juste une illustration. On vient de terminer le jury de l'appel à projet Fonds d'innovation organisationnelle en psychiatrie. Et c'est la troisième édition. Et on a vu beaucoup. Donc, l'aller vers et les équipes mobiles sont un des axes prioritaires. Et on a vu beaucoup d'équipes développer de la mobilité et des équipes mobiles. Alors, avec différentes cibles. Les uns, c'est les situations de crise, donc de l'ambulatoire intensif. Je vois les patients tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Je vais chez lui
lui apporter son traitement et je vérifie comment le traitement est efficace et toléré, donc dans des situations qui antérieurement, habituellement étaient directement hospitalisées. Des équipes mobiles psychiatrie précarité, donc qui ciblent les grands précaires, et ça pourrait inclure certaines populations migrantes. Des équipes mobiles psychiatrie du sujet âgé, ça se fait aussi beaucoup, que des équipes mobiles soient en appui des EHPAD, des lieux d'hébergement des personnes âgées qui ont des besoins non satisfaits aussi en santé mentale, etc. etc. Donc, la réponse à votre question, c'est j'ai l'impression que c'est ce qu'on fait. Il y a des investissements importants qui sont faits dans l'allée vers et qui maillent le territoire. Alors, c'est encore insuffisant, etc., mais il y a un vrai mouvement dans cette direction-là. La question que je l'ai posée, c'est par rapport au secteur, évidemment, de l'asile, plus spécifiquement. Ce que je sais, c'est que nous, on a soutenu 2-3 projets de ce type récemment, mais voilà, c'est un balbutiement. Et donc, ma question, c'était en fait, quelle cohérence, pour être tout à fait clair, entre la richesse du travail que la délégation effectue, le plan de vulnérabilité porté par le ministère de l'Intérieur, pour que, non pas renvoyer chaque acteur associatif à s'inscrire dans un projet lambda de soutien et de partenariat avec X, mais d'avoir en réalité une feuille de route territorialisée qui prend l'ensemble des besoins des structures qui accueillent et qui est pilotée en interministériel et qui soit efficace. Non, mais voilà. On adorerait avoir une feuille de route interministérielle. Voilà. Je suis bien d'accord avec vous. Et en même temps, sur des sujets aussi spécifiques, avec une aussi grande hétérogénéité territoriale en termes de besoins à satisfaire, parce que les territoires sont très inégaux, et en termes de besoins et en termes d'offres. Je donnerais vraiment, je travaille au ministère, j'ai tendance à me méfier des grands plans décrétés par les ministères et qui rencontrent des difficultés pour se décliner dans les territoires. Moi, je pense que ce qui fait l'efficacité au niveau des territoires, c'est quand les projets sont conçus au niveau des territoires, relayés par les ARS et financés par le ministère. Ça, oui, ça marche. Donc, il faut vraiment convaincre au niveau local sur les organisations à mettre en place. Le grand plan prise en charge des migrants conçus au niveau des ministères, bon, on va mobiliser du pognon, c'est très bien, mais la transposition au niveau local va rester difficile et en France, on ne sait pas bien faire ça. Moi, j'aime beaucoup les projets qui naissent dans les territoires et l'outil local pour ça, ce sont les conseils locaux de santé mentale et les projets territoriaux de santé mentale. Alors, il est 17h15, encore 2-3 questions. Emma, Jeanne, il y en a une qui est arrivée au chat et qui revient sur la question qu'on a évoquée au tout début de notre dialogue, qui est la qualification de la situation. Il y a quelqu'un qui suggère, qui pose en tout cas la question en disant « Mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des partenariats forts et pour organiser finalement des téléconsultations afin de gagner du temps en termes de dépistage et de prise en charge adaptés ?» Alors, sachez qu'au niveau de France Terre d'Asile, Delphine Rouillot avait essayé de faire quelque chose avec Doctolib pour recenser par exemple les médecins qui pouvaient parler plusieurs langues. Pour l'instant, ça n'a pas abouti. Mais voilà, est-ce qu'il y a autour de la téléconsultation et les particularités de notre public des innovations, des partenariats possibles pour avancer Je n'ai pas l'expérience de ce truc-là, mais ça se teste. En tout cas, sur la base d'un partenariat bien travaillé entre des travailleurs sociaux, éventuellement des psychologues et un psychiatre à qui on présenterait des situations qui ont déjà été un peu évaluées. Ce travail-là en fait, ça revient à staffer un dossier. Donc, ce travail de réunion sur un dossier, ça, je pense que ça pourrait marcher, mais je n'en ai pas personnellement l'expérience. J'ai Emma, Jeanne?
Oui, peut-être une question qui est revenue plusieurs fois. Donc, moins sur l'aller vers et sur l'orientation. Une fois l'orientation faite, plusieurs personnes ont évoqué les difficultés des durées de prise en charge. Le fait que seulement quelques rendez-vous, du fait de l'interprétariat ou du fait des difficultés d'accès ou du changement de domicile, puisque la prise en charge dans nos structures d'hébergement est conditionnée dans le temps. Comment, est-ce qu'il y a des mesures qui peuvent être envisagées pour, assurer une durée de prise en charge plus longue? Ben, si vous voulez, ça, enfin, là, pour le coup, pour connaître les parcours de migration et les parcours des patients qui sont très en difficulté parce qu'ils ont été psychotraumatisés ou pour d'autres raisons, les ruptures de parcours, c'est vraiment la double peine, quoi. Enfin, c'est le trauma dans le trauma. On initie quelque chose et puis il n'y a pas de suite. Donc, investir des moyens dans ce qui permettrait d'assurer quelques continuités dans les parcours. Une personne donnée a été évaluée, initialement pris en charge à tel endroit, mais est déplacée à tel endroit. Et tout le travail de liaison avec les acteurs du nouvel endroit, c'est extrêmement important. Avant même de dire j'ai besoin de psychiatres spécialisés ou qui parlent la langue ou qui sont formés à des techniques très spécifiques de psychiatrie transculturelle, enfin bref, si vous voulez, il faut commencer par les choses simples, quoi. L'accompagnement, c'est la lutte contre les ruptures de trajectoire. Et ça, je dirais, c'est presque plus important que les questions qu'on a discutées avant sur le manque de ressources ou le manque de disponibilité de ressources. Je ne sais pas ce qui peut être fait pour éviter les déplacements, mais en tout cas, quand déplacement il y a, c'est vrai qu'un travail pour assurer la continuité du suivi, de l'accompagnement, c'est vraiment important. Mais bon, je sais que je plaide je prêche auprès de convaincus, enfin, je m'en doute. Emma, c'est ta dernière question, Emma. Allez, peut-être une dernière question sur la sensibilisation des acteurs de l'intégration, puisqu'on voit que la majorité des blocages naissent finalement d'une méconnaissance de ce qui est le psychotrauma ou les troubles psychiques. On l'observe surtout dans le domaine de l'emploi ou du logement, avec des bénéficiaires qui n'ont pas accès à certains droits parce que les acteurs de l'intégration méconnaissent tout ça. Est-ce que vous avez est-ce qu'il y a des actions qui sont prévues pour répondre un petit peu à cette méconnaissance? Alors, nous sommes aujourd'hui 120 autour de la table. Et donc, ça, c'est une pédagogie que nous devons porter collectivement. C'est un message pour tordre le cou aux idées fausses qui circulent sur les personnes en situation de migration, surtout s'ils sont en difficulté. Ce qu'il faut bien expliquer aux gens qui nous gouvernent, c'est que les populations migrantes, quand elles arrivent dans une situation de grande précarité, présentent des tableaux qui sont parfois très impressionnants et parfois très décourageants. Ils n'ont pas de logement, ils n'ont pas de droits, ils n'ont pas de ressources, ils sont bloqués dans leur développement par des symptômes psychiques, voire des symptômes psychiatriques parfois très invalidants. Bref, on se dit, ça va prendre des années et ça va être un fardeau sociétal considérable. Et en fait, les statistiques nous disent le contraire. Le potentiel de résilience des personnes en situation de migration, et c'est aussi lié à leur parcours. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a affaire à un phénomène darwinien. Ceux qui arrivent sont justement ceux qui ont un potentiel de résilience beaucoup plus important que des personnes qui ne seraient pas en situation de migration avec ces mêmes symptômes, notamment de psychotraumatisme.
Et c'est donc un investissement rentable. Ils vont aller mieux très, très vite s'ils sont correctement pris en charge et ils vont très vite rejoindre les forces productives du pays parce qu'ils vont trouver du travail, parce qu'ils vont s'insérer, etc. Donc, le message qu'il faut qu'on porte collectivement, c'est que l'image que l'on a des personnes migrantes comme étant un fardeau sociétal ou une responsabilité de gens riches vis-à-vis de gens pauvres, en fait, c'est pas ça. Là. Enfin, je vais essayer de ne pas être trop éloquent, mais évidemment que la migration, historiquement, c'est une chance pour un pays, pour une terre d'accueil. Mais sans même rentrer dans ces considérations sociologiques ou philosophiques, il faut expliquer que c'est un investissement relativement faible pour un outcome, pour une évolution qui sera rapidement favorable chez une majorité de personnes. Parce que le psychotrauma, c'est quelque chose qui se soigne. Et comme une majorité de ces personnes qui sont aujourd'hui en difficulté et qui tombent dans la toxicomanie sont des personnes psychotraumatisées, c'est pas 100% évidemment, il y a des choses parfois beaucoup plus intriquées, mais c'est un investissement rentable. Et donc cette pédagogie-là, il faut la faire au niveau du ministère de l'Intérieur, il faut la faire au niveau du ministère de la Santé, et on ne sera pas trop nombreux. Donc c'est vraiment une responsabilité collective de portage de ces messages-là, et qui va à contre-courant de la perception que l'on a de ce phénomène. Souscris pleinement à ce que vous venez magnifiquement de dire. Vraiment une dernière question. On a parlé de nos usagers, des demandeurs d'asile, migrants, bénéficiaires de la protection internationale, mais vous le savez, dans le travail social, dans notre secteur, pas que de l'asile, tout le secteur social, vous avez grosso modo chaque année près de 20% d'accidents du travail, beaucoup de souffrances liées au travail, des risques psychosociaux. Ça s'est accentué évidemment parce qu'on a beaucoup parlé évidemment du personnel médical qui est en première ligne, qui l'est toujours, mais finalement les acteurs qui travaillent dans les structures d'hébergement sont aussi depuis 2 ans maintenant en première ligne. Voilà, est-ce que votre délégation elle a une compétence autour des travailleurs sociaux, comment on peut mieux travailler aussi l'accompagnement des travailleurs sociaux dans leur travail au quotidien. Vous avez parlé tout à l'heure évidemment de formation, ça me semble nécessaire, hein. Ça crée le désarroi et ça augmente en fait la fragilité de ceux qui accompagnent les plus fragiles quand eux-mêmes sont déboussolés dans leur capacité à répondre à cela et voir les gens s'abîmer. Effectivement, nos publics ont une capacité très très forte de résilience, mais on voit bien que quand on ne trouve pas les réponses, les gens perdent du temps et c'est la société qui perd du temps et voilà, et ça a aussi des impacts. Finalement, il y a des professionnels qui à un moment donné peuvent aussi jeter l'éponge, un peu comme les infirmières aujourd'hui à l'hôpital. Donc voilà votre réflexion autour de ces enjeux-là. Mais c'est très bien qu'on termine là-dessus parce que c'est un sujet majeur. Alors, je vais vous citer des outils que vous connaissez et qui sont certainement en place dans vos structures. Mais les stratégies de supervision et de débriefing doivent être instituées. On ne peut pas s'exposer à des situations aussi difficiles sans avoir institué cette capacité que le corps professionnel a à métaboliser ces situations difficiles. Donc, le débriefing et la supervision, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui sert de prévention à un certain nombre de situations de souffrance au travail connues par des personnels exposés. La deuxième chose, c'est, je reviens au premier secours en santé mentale, parce que cette formation qui est acquise lors de cette formation permet aussi de venir en aide à ses pairs, de venir en aide à ses collègues et de donner des conseils sur à quoi on doit faire attention en termes d'anxiété, en termes de sommeil, en termes de modification d'énergie, en termes d'idées suicidaires, en termes de modification de consommation de toxiques, parce que ça concerne aussi les professionnels, tout ça. Et d'avoir dans notre communauté des gens qui ont reçu une formation,
ça permet aussi de donner les conseils qui aident. Parce que c'est des sujets tabous, chez les patients. Il y a plusieurs questions qui ont été relatives à cet aspect-là, mais c'est aussi des sujets tabous chez les aidants professionnels en particulier. Et c'est rare c'est un sujet que je connais bien chez les soignants. Les soignants sont très difficiles à soigner parce que justement, ils sont clandestins avec leurs difficultés. Et donc, d'avoir dans nos communautés des personnes qui ont ce rôle de repérage et d'être une personne ressource pour donner des conseils, c'est aussi très utile à l'homéostasie du groupe professionnel. Donc, se former, c'est aussi quelque chose qui est important pour soi, surtout pour ceux qui ont une fibre dans ce domaine-là ou qui ont une appétence dans ce domaine-là, mais c'est aussi pour une communauté une ressource très importante de savoir qu'on a dans notre groupe des gens qui se sont formés, à qui on peut demander des conseils. Professeur Bellivier, pour tous les participants, je tiens vraiment à vous remercier pour la richesse de l'éclairage que vous nous avez apporté aujourd'hui, des réponses, des questions, des solutions qu'on va exploiter de ce pas, et j'espère que c'est que la première étape de notre dialogue et qu'on va poursuivre le dialogue dans les prochains mois. En attendant, je vous souhaite à tout le monde une belle fin d'année. Merci à vous. Merci à vous, et on refait ça, alors pas trop souvent, mais avec plaisir. Dans le principe, on peut refaire un prochain webinaire. Je vous remercie. Merci à tout le monde, merci à tous les participants. Merci à l'équipe Reloref d'avoir organisé ça. À bientôt.